Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fragal. Ravi de vous retrouver pour cette troisième épisode de la grande preview du Giro 2024. Et là, on arrive en haut de l'affiche, en haut du classement général. On va vous présenter celui qui va remporter le Giro, mais aussi ceux qui devraient le suivre au classement. Sinon, ce serait un petit peu dommage de faire l'émission que sur une seule personne. Pour m'accompagner aujourd'hui, c'est les gars, c'est votre troisième preview de suite, magnifique triplé. On va commencer par toi, Loïc. Salut Loïc, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. Là, on est en full rose de partout. Je suis en train de voir du rose partout chez moi. Je le vois sur tout le monde. J'ai très hâte que ça soit le Giro et qu'on puisse un peu, que nos idées et nos pronostics soient mis à rude épreuve. Ouais, c'est ça. Que les pronostics prennent vie et puis se concrétisent dans ta compo Cycling Fantasy. Je sais que tu y passes énormément de temps et que le cerveau va encore fumer d'ici samedi. Ah, mais là, je me pose des questions de partout. Ça commence. J'ai l'impression d'avoir des personnalités qui se battent dans mon cerveau. Là, ça devient incroyable. Eh ben écoute, on a hâte en tout cas de voir. On devrait justement publier les compos de toute l'équipe avant le début du Giro. On a hâte de voir la tienne. Une personne pour nous accompagner ce soir, Loïc, c'est bien sûr Titien qui lui, en termes de compos Cycling Fantasy, arrive toujours à nous trouver des petites pépites, des noms presque inconnus du grand public qui font soit deuxième de l'étape, soit 123e. Au choix. Salut Titien, comment vas-tu? Salut les copains, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, bah voilà, on y va au panache, hein, j'ai envie de dire qu'on y va vraiment au panache. Donc moi je prends des risques et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Non mais moi la compo Cycling Fantasy, je l'ai déjà dit dans l'émission sur les pépites, elle est déjà faite et entérinée donc depuis 2-3 jours donc ça ne bougera plus. C'est bouclé, et ben c'est beau. Et ben moi j'ai même pas commencé encore. Voilà, je me suis dit, j'attends d'écouter les émissions de Radio Fringale pour vraiment faire mes choix en dernière minute et surtout que j'ai pas participé à l'émission qui je pense a le plus d'importance pour la compo Cycling Fantasy, c'est bien sûr celle des animateurs du Giro. Donc voilà, j'écouterai ça consciencieusement et ensuite voilà, j'arrêterai mes 9 noms. Bon messieurs, donc là pour cette émission, on va parler de celui qui va remporter le Giro. Alors on va faire un petit peu différemment de d'habitude parce que d'habitude on prend chacun un favori et on dit c'est lui qui va gagner le Giro ou non c'est lui qui va gagner le Giro. Là clairement on est les trois d'accord et on n'est pas que les trois. Je pense que tous ceux qui suivent le cyclisme sont d'accord. Le grand favori de ce Giro, celui qui devrait normalement, sauf une énorme surprise, éclater tout le monde, c'est Tadej Pogacar. Je sais pas, j'ai pas souvenir d'un grand tour où un coureur était à ce point favori et où ses adversaires partaient presque dès le début battus et qui, selon moi, et je pense que vous serez sûrement d'accord avec ça, vont direct se battre pour la deuxième place. Je sais pas toi, Titien, si tu as un souvenir comme ça, ou même à une autre époque du cyclisme, quel que soit le grand tour, où un coureur était arrivé à ce point au-dessus de la mêlée. Non, non, j'essaie de penser à des mecs comme Froome, Contador, mais il y avait toujours un ou deux Même, mecs, tu vois, quand il y avait Froome, il y avait toujours un Quintana, un Contador, pareil, Contador, il y avait toujours un Schleck ou un Scarponi, un Nibali, enfin voilà, qui était c'était des mecs qui étaient les favoris, mais pas à ce point-là, et ouais, même, tu vois, à l'époque de Lance Armstrong, il y avait quand même ouais, des outsiders dont on disait que ça restait des outsiders, mais dont le niveau était assez quand même bon pour qu'on puisse se dire qu'ils allaient concurrencer Armstrong. Donc finalement, non, c'est vraiment la différence entre enfin, sûrement le meilleur coureur du peloton actuel et puis derrière, bah voilà, des favoris qui, si tous les grands noms du peloton étaient là, ne seraient même pas forcément dans le top 10, top 15 des grands favoris. Donc ça montre l'écart de niveau entre le grand favori ici et puis ses premiers concurrents qui, à mon avis, ne seront pas des concurrents. On aura deux courses, une pour un mec tout seul et puis derrière 4-5 mecs qui se battent pour un podium. Loïc, mais même avis que nous sur Pogacar. Bah, je pense que c'est compliqué d'avoir un avis différent, honnêtement.
Je sais pas trop quoi en penser pour le Giro, honnêtement, parce que est-ce que c'est parce que Poggi a décidé d'y participer, il y a beaucoup de gens qui se sont dit bah je vais pas y aller parce que c'est sûr que je vais perdre, ou qu'est-ce qui fait que le Giro ait été aussi peu attirant pour les coureurs par rapport à un Tour de France par exemple, et c'est un peu triste pour ce grand tour qui, comme on le disait un peu avant en off, qui voulait concurrencer le Tour de France à un moment. Je pense que là, il y a des questions qui doivent se poser aussi au niveau de l'organisation, et bah, c'est vrai que historiquement, bah, on a rarement vu aussi peu de suspense, et on allait chercher quelquefois assez loin, j'ai l'impression, dans nos favoris au général. Ça aurait été souvent plutôt des profils que j'aurais vu briller sur une étape ou deux, mais pas forcément sur un général, que même là on a mis sur des favoris à la victoire finale, ou plutôt au podium final ou au top 5 final. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi plein d'équipes, je trouve, qui ont fait un peu des compos full Tour de France, où elles ont mis un peu toutes leurs cartes là-dessus. Je pense à la Bora notamment, qui a quand même des coureurs comme Roglic, Vlasov, Hindley. Et ben il y en a aucun des trois. On reparlera rapidement de Martinez tout à l'heure, qui sera le leader de l'équipe. Mais il y a une tendance, pareil, la Soudal, bah, c'est Evenepoel, et puis Landa, qui aurait peut-être pu tenter un podium, qui va être sur le Tour de France. Et puis donc voilà, je pense qu'il y a aussi bah, à la fois l'attrait médiatique, qui est quand même encore largement supérieur du Tour par rapport au Giro, notamment sur une planète autre que le vélo et que les amateurs de cyclisme. Et ouais, clairement, en tout cas, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, cette start list est un peu pauvre. Et si t'enlèves Pogačar, bah ouais, le podium, sachant qu'on a toujours des surprises en plus dans des grands tours, des abandons de favoris, on peut clairement se retrouver avec des coureurs très inattendus sur le podium. Ouais, bah, je sais pas si on aura des coureurs inattendus finalement. J'ai du mal à entrer dans le truc en me disant, ouais, franchement, c'est assez. Mais même en fait, les coureurs dont on va parler comme étant les principaux challengers finalement pour le podium, c'est des coureurs qui sont pour moi, qui ce serait inattendu de les voir ou de les revoir à ce niveau-là. Donc, ouais, en tout cas, c'est clair que souvent sur ces éditions-là, tu peux avoir des mecs ça va permettre, c'est sûr, ça va permettre à des mecs de se révéler, des mecs qu'on n'attendait pas, qui, à ce niveau-là, et qui auraient été barrés dans leurs équipes par voilà, 2-3 mecs plus forts, bah là, ils vont peut-être avoir plus de cartes en main pour briller, et peut-être justement bah voilà, un mec qu'on n'attend pas qui fait podium, et qui ensuite va avoir un vrai statut dans son équipe pour la suite. Donc bah en tout cas dans tous les cas, pour moi, les absents ont toujours tort. Donc il y en a effectivement, comme tu as dit, qui se concentrent totalement sur le Tour de France, c'est entendable, mais voilà, peut-être qu'à la fin de l'année, ils repartiront avec aucun top 10 sur Grand Tour, alors que là, il y en avait même un podium qui se serait offert à eux facilement sur le Giro. Donc, non, bah, voilà, on va faire avec le plateau qu'on a dans tous les cas. Ouais, bah, et du coup, pour parler un petit peu de Pogačar quand même, bah Loïc, tu peux peut-être commencer à en parler. Pour toi, il va écraser ce Giro, enfin, je sais pas, est-ce que t'as comme ça Bah, une j'ai idée l'impression que du c'est un nombre Giro. d'étapes, et puis de comment est-ce qu'il va mettre la main sur ce Giro? Alors, on va dire que c'est des paroles que j'espère pas que je vais dire, mais enfin, déjà, il faut souligner qu'il a été monstrueux. Il gagne, t'as l'impression qu'il part sur une course et il va obligatoirement gagner. J'ai l'impression que sur le nombre de jours de course qu'il fait, il doit gagner 60 ou 70%. 7 C'est sur un 10, truc. ouais. Ouais, 70% du taux de victoire. C'est n'importe quoi. Euh, Après, j'ai malheureusement l'impression qu'en fait, c'est un Giro qui va être, comme il a été dessiné sur lui, beaucoup sur la première semaine, notamment avec les premières étapes où il y aura vraiment moyen qu'il aille chercher le maillot rose assez rapidement. Et avec un contre-la-montre qui arrive dès à la fin de première semaine, qui est aussi assez intéressant pour lui, c'est-à-dire qu'il finit avec des très très gros pourcentages. Il y a moyen que UAE, en fait,
arrive à avoir le maillot rose très rapidement et la joue très défensive. C'est-à-dire que j'ai peur qu'on arrive sur un Giro qui va être bloqué, cadenassé dès la première ou deuxième semaine et qui vont être très très défensifs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le maillot rose. C'est possible que Poggi ait 3 minutes d'avance dès la première semaine et qu'en fait après ils font de la gestion d'efforts et ils vont peut-être, sachant il y a quand même, j'ai l'impression peu d'étapes de très haute montagne qui se suivent. C'est un terrain de jeu parfait pour Poggi parce que le seul endroit où tu peux vraiment le mettre en difficulté, j'ai l'impression, c'est la très haute montagne. C'est-à-dire que quand on commence à avoir des cols vraiment énormes et des enchaînements de cols, là, ça peut être un peu plus compliqué pour lui. C'est-à-dire que il y a des profils de grimpeurs purs, c'est-à-dire très très, qui auront pas du tout son punch, mais qui sur une longue ascension pourront peut-être le lâcher. Il y en a pas vraiment sur ce Giro. Donc Des grimpeurs et oui, des voilà. les deux. Voilà. Il manque des deux et c'est assez. Bah, c'est pas. Ouais, ce serait très beau qu'il gagne, hein, mais peut-être que aussi le fait qu'il y ait des leaders qui aient des profils assez différents, c'est-à-dire que lui, il y a pas vraiment de leader avec le même profil pour gagner le général. Euh, il va y avoir des gens qui vont essayer de l'attaquer sur plusieurs terrains et je pense que ça peut enfin, lui, ça va le servir, en fait, ça va lui servir. Il va pouvoir être défensif et puis c'est tout, quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont essayer, il y a des coureurs qui vont essayer de l'attaquer? Moi, je pense pas du tout. Moi, je pense tout à fait comme toi. Il va prendre le maillot au pire le deuxième jour, sinon le premier, pourquoi pas même. Il va rapidement se servir de la première semaine du chrono pour accentuer son avance et de l'arrivée du lendemain en montée là pour finaliser tout ça. Et puis ensuite, objectif Tour de France. Je pense que ça va jouer très défensif, effectivement, comme tu l'as dit. Et par contre, enfin, mais à aucun moment je m'imagine que les autres coureurs ils viennent sur ce Giro en se disant je vais attaquer Pogacar. Enfin, je pense que, enfin, on va en reparler, mais derrière les mecs. Ils sont fixés sur faire podium, hein, ce qui serait un super résultat pour eux. Donc moi, je vois aucun coureur, sauf défaillance de Pogacar, mais pour moi, ils vont, enfin, beaucoup de coureurs, tout comme des suiveurs, je pense, vont faire complètement abstraction de sa présence dans la course et ils vont se faire la course entre eux. Et soit ils suivront le tempo des UAE parce que dans tous les cas, il faut suivre le tempo, soit ils mais je pense qu'il courra un peu tout seul en fait Pogacar quand il attaquera. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui essaye de le suivre et puis inversement. Enfin, voilà. Non, je vois vraiment une course comme ça. Moi, je le vois vraiment hyper défensif à partir de la deuxième semaine et puis en fait même en étant défensif, il sera meilleur que tout le monde et il pourra quand même lâcher tout le monde dans les 2-3 derniers kilomètres d'école. Donc moi je vois le truc comme ça. Je le vois vraiment. Il va peut-être courir contre nature dans l'objectif du Tour de France pour vraiment pas se cramer. Et derrière, par contre, les autres favoris, les outsiders, ils feront la course entre eux, mais c'est très bizarre à dire et c'est un peu comme finalement ce qui s'est passé sur l'Estradé ou sur Liège-Bastogne-Liège. Finalement, personne n'a essayé de faire la course contre Pogacar. Tout le monde a fait la course contre les autres pour être sur le podium et j'ai peur et je pense que c'est ce qui va arriver ici. C'est-à-dire, voilà, un Tadej Pogacar qui va évoluer tout seul dans son monde, qui va pas prendre beaucoup de risques non plus. Donc, enfin voilà, moi je me dis vraiment que je vais essayer de me fixer sur la course des autres en essayant un peu de faire abstraction de Pogacar, même si ça reste un immense champion, il évolue quand même dans 2-3 catégories au-dessus des coureurs contre qui il va être ici, donc ouais, enfin il y a qu'à voir son niveau sur le dernier Tour de France, et alors que c'était quand même des tops du top champion juste derrière, et puis son niveau depuis le début de l'année, je pense vraiment qu'on va avoir deux courses dans la course parmi les favoris. Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi, avec ton analyse. Je pense clairement qu'il va se mettre à l'abri le plus tôt possible. À mon avis, la grande envolée, on l'aura sur la première étape de montagne où il y a un terrain propice, pardon, où il y a un terrain propice à ce qu'il puisse attaquer et puis mettre tout le monde d'accord. Et clairement, je vois pas qui peut le suivre, et pour moi ce serait très stupide d'essayer de le suivre parce que clairement si tu essaies de le suivre tu te crames et puis la lutte risque d'être très serrée derrière pour aller sur le podium, et clairement tous les autres coureurs à part Pogacar seront très contents de faire 2 ou 3 de ce Giro, donc
Bah déjà clairement, à la place des adversaires de Pogačar, je m'occuperais même pas de Pogačar en fait. T'essaies de résister le plus longtemps possible au train de l'UAE et puis après il y aura une autre course effectivement dans la course et moi je pense même qu'on aura des scénarios où l'équipe UAE aura presque elle fera le tempo en début de course parce elle aura sûrement le maillot rose. Mais par la suite, ce sera vraisemblablement d'autres équipes, même si il y a la Ineos quand même qui a une équipe costaud, on en parlera juste après. Mais je la vois bien, par exemple, prendre la course en main pour essayer de jouer le podium justement. Et je pense qu'il y aura une belle bagarre. Par contre, c'est pour la deuxième et troisième place avec Pogačar qui devrait effectivement se contenter d'être en gestion et puis placer l'attaque qu'il faut dans le final pour aller chercher l'étape. Quand on connaît son appétence à vouloir tout gagner, je pense qu'il peut facilement repartir avec 4-5 étapes minimum. Donc ça va être ça va être intéressant à suivre. Ce scénario-là de la course à la deuxième place va être, je pense, très intéressant à suivre et voir comment est-ce que les différents concurrents vont se servir du fait que Pogačar est normalement clairement intouchable. Voilà, pour moi, ce serait une grosse erreur de vouloir le battre, en fait, parce que il y a quand même de grandes chances de pas y arriver. Et le risque, c'est au final d'être totalement cramé et puis de finir 10e alors que tu avais peut-être les jambes pour faire un podium. Ouais. On peut Moi, peut-être... Oui, vas-y, je te laisse et puis après on enchaînera sur à part... Donc si on l'a bien compris, il va gagner le Giro et la question qui va aussi se poser, c'est est-ce que, par exemple, si sur le Tour, il n'y a pas de Vinghi et parce qu'il est blessé, il n'est pas à 100%, est-ce que pour vous, il doit absolument faire la Vuelta ou c'est des questions qui se posent pas encore pour vous? Ça, je pense qu'on verra. On n'en est pas là. À mon avis, là, on n'a pas commencé le Giro. Je pense qu'il va déjà se concentrer sur remporter le Giro. Moi, j'ai une petite colle. Est-ce que vous pensez que le record de victoires sur le Giro d'Alfredo Binda, il peut tomber sur ce Giro? Je crois que c'est 12 victoires sur un même Non. 12 ou 13, je crois. Donc, ouais, non. Non, quand même pas. S'il voulait, si vraiment il se disait, voilà, j'ai rien derrière, pourquoi pas, hein? C'est marrant, ça. Ah, c'est quand même beaucoup. Quand il en aura gagné 3-4. Oui, non, mais en vrai, il peut gagner toutes les étapes de montagne, il peut gagner les 2 premières étapes, il peut gagner les 2 chronos, ça fait déjà 8-9 étapes. Non, mais enfin, il peut sortir dans le capot mêlé dans une étape de sprint et aller gagner. Enfin, voilà, hein, l'étape Strade Bianche, il peut aller la gagner. Non, mais enfin, on est un peu dans de la fantaisie, mais c'est pour... Papier, de toute façon, ça permet juste de se poser la question, de se dire quand même, bah ouais, il y a un monde d'écart là, enfin... Et comme tu dis, il n'y a jamais eu un favori qui est venu avec autant la pancarte. Enfin, ce serait quand même une désillusion pour lui sauf chute ou quoi que ce soit, mais à la pédale de perdre ce Giro, ce serait une désillusion pas possible. Ah oui. Ah oui, ça, ce serait une méga surprise, clairement. On va enchaîner, messieurs, pour parler de nos principaux. Allez, on va les appeler les favoris quand même, parce que dans les favoris de la course à la deuxième place. Et je crois que Titien, tu voulais nous parler de quelqu'un qui a fait podium sur cette course transalpine l'année dernière. Ouais, tout à fait. Bah ouais, moi je veux parler de Geraint Thomas et je pense qu'aussi il y aura. Ça c'est que mon avis. Je pense qu'il y aura pas non plus beaucoup de courses pour la deuxième place. Geraint Thomas, pour moi, même s'il est vieux, ça reste quand même un monstre, un mec qui a gagné le Tour de France. Ouais, non, je pense qu'il sera très très fort. Il était encore très fort l'année dernière sur le Giro, hein. Enfin, mine de rien, c'était Primož Roglic face à lui, c'était Almeida derrière, c'était vraiment des monstres des grands tours et il a failli gagner ce Giro jusqu'au dernier jour. Il était très fort, il sait très bien se maîtriser, on va dire, à son âge, et il a fait un début de saison très poussif il a laissé les autres faire beaucoup d'efforts pour lui être pleinement en forme pour ces 3 semaines de Giro. Moi, j'y crois très fort. Il a l'expérience, et surtout le parcours qui lui convient totalement avec ses 2 chronos. Enfin, quand on va parler des 2 autres coureurs, qu'on estime être face à lui pour la deuxième place, je pense qu'avec les 2 chronos, il va prendre un très gros avantage, parfait gestionnaire. Voilà, évidemment, je le crois pas du tout au niveau de Tadej Pogačar, mais s'il est dans la même forme que l'an dernier, je vois pas un autre coureur pouvoir aller titiller Geraint Thomas pour la deuxième place. Donc c'est peut-être un peu ambitieux et un peu radical, mais moi vraiment, je le vois gros comme une maison, être le seul mec qui pourrait suivre à distance un Tadej Pogačar. Donc ouais,
Ouais, sauf s'il est effectivement rattrapé par le temps, mais je pense qu'il a très très bien préparé son affaire de son côté, et donc je mise à fond pour une deuxième place de Geraint Thomas sur ce tour, et il est dans mon équipe Cycling Fantasy, je pense que voilà, il sera également le deuxième plus fort en montagne, donc voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, je pense que oui, c'est possible et on voit avec enfin, il a toujours peut-être fait ça, mais il vise très très bien ses pics de forme aussi. C'est assez, enfin, on voit beaucoup de coureurs faire ce genre de choses quand même. L'année dernière, il avait été nulle part avant le Giro et il le gagne presque. Il suffisait d'une étape. Il a une expérience énorme. On n'a pas besoin de présenter son palmarès. Et après, la seule limite que je pourrais voir, c'est son équipe qui a cru que il n'arrivait pas à tenir le plat et ils ont amené que des rouleurs et je sais pas trop encore qui pourra l'amener sur la haute montagne. Mais après, s'il prend les roues des UAE, peut-être qu'il aura même pas avoir besoin d'une équipe de haute montagne en fait pour juste tenir le tempo et pas forcément. Je sais pas s'il il a dans l'idée d'être offensif ou pas, ou est-ce que juste se contenter d'une deuxième place, ça lui irait. Je sais pas trop quoi en penser honnêtement, mais c'est sûr que c'est un candidat au podium qui en effet a des avantages aussi sur le contre-la-montre par rapport aux autres prétendants, et c'est quelque chose qui pourra faire des différences. Ouais, non, bah, je suis bien d'accord, hein, Geraint Thomas, forcément. Il aura d'ailleurs le dossard 1 sur ce Giro. Euh, c'est bien légitime de le mettre dans cette shortlist des candidats au podium. Il a montré, comme vous l'avez dit, par l'année dernière, il avait fait un début de saison un peu tout pourri. On se disait, ouais, bon, Geraint Thomas, ça va peut-être être compliqué. Et puis, bah, un peu à l'image de ce qu'il avait fait, c'était sur le Tour de France l'année précédente, où il arrive parfaitement préparé. Il termine troisième derrière les deux monstres, Pogacar et Vingegaard. Et ben l'année dernière, il a deux doigts de claquer le Giro. Et clairement, en fait, je vois pas de raison que cette année il ait pas géré de la même manière que l'année dernière et qu'il soit pas dans la même forme. Pour moi, c'est pas inquiétant de le voir. On sait que c'est le genre de coureur qui est pas en forme toute la saison. Il arrive à très bien cibler ses objectifs et puis être performant. Alors c'est rarement plusieurs fois dans l'année, mais clairement, je pense que cette course qu'il a visée, c'est le Giro. Et comme tu l'as dit, Titien, les chronos vont fortement l'avantager. Et il devrait déjà En fait, l'avantage, c'est qu'il pourra très vite se positionner sur le podium virtuel et après courir de manière plutôt défensive par rapport à ses adversaires. Et ça, c'est une physionomie de course qui va plutôt bien lui correspondre. Puis il pourra quand même compter sur Timen Arensman, qui, je pense, est quand même assez costaud pour l'épauler sur toutes les étapes de haute montagne. Donc là-dessus, je sais pas s'il y avait besoin d'amener beaucoup de grimpeurs autour de lui, parce qu'après, l'équipe Ineos devrait pas avoir trop à prendre la course en main. Donc ouais, enfin en tout cas clairement, je crois en ses chances de podium. Est-ce que c'est un crépuscule de carrière pour vous, pour lui? Est-ce que là, j'ai l'impression qu'il a encore une ou deux saisons dans les pattes. Il me semble aussi il court le tour cette année il Il a fait annoncé le, il sur le fait le tour, double. ouais. Ouais, il fait le doublé. Donc, est-ce que c'est une saison où il a envie de prendre du plaisir et juste entre guillemets se faire kiffer sur sa fin de carrière? Quand on écoute son podcast, on a bien l'impression qu'il en a un peu marre du cyclisme professionnel et il a juste envie d'aller boire des binous comme il le fait en off pendant leur saison. Je pense pas que on va beaucoup le voir dans le cyclisme professionnel dans quelques années. Je pense que c'est bien aussi de profiter de le voir courir sur ces dernières années. Ouais, et Ouais, puis surtout, enfin, pardon, mais juste je pense que autant sur le tour, il va y aller un peu en mode de plus détente et puis peut-être équipier. Je pense quand même que sur le Giro, il y va pas pour voir les beaux paysages des Dolomites.
Non, justement, il a un compte à régler avec le Giro, comme il le dit. Bon, malheureusement, je pense il le réglera pas parce que ça va être trop compliqué. Mais le Tour, de toute façon, on lui a fait cette troisième place en 2022 derrière Pogacar et Vingegaard. Il a montré qu'il était très fort, mais aussi qu'il avait atteint son plafond de verre, et il l'a bien compris. Et puis dans son équipe, avec un Carlos Rodriguez qui est de plus en plus fort, dans tous les cas, il a plus ce statut indéboulonnable. Donc il a fait le meilleur choix, à mon avis, que de revenir faire le Giro, où mine de rien, encore un podium, ce serait super pour lui. Et puis je le vois bien ensuite, effectivement, être équipé sur le Tour. Et puis pour sa dernière saison l'année prochaine, retourner à ses premiers amours, et pourquoi pas retourner sur Roubaix, le Tour des Flandres, des trucs comme ça, qu'il avait révélé hein, il y a une dizaine d'années. C'était là où il excellait d'abord. Donc je crois qu'il en avait parlé d'ailleurs, qu'il aimerait bien retenter ses courses une dernière fois. Donc tu vois, faire un peu une fin de carrière à la Bradley Wiggins. Mais en tout cas, je pense que pour moi, c'est peut-être le dernier grand tour où on aura du grand Geraint Thomas. Donc non, je pense qu'il a bien préparé sa saison. Il sait, voilà, il sait très bien qu'à son âge, il faut pas se disperser. Il l'a pas fait. Il a été équipé sur la plupart des courses qu'il a faites. Mais l'année dernière, c'était pareil. Il a sorti un très grand Giro. Donc ouais, ça m'étonnerait pas. Après, il a toujours une belle proportion aussi à se casser la figure. Mais si tout va bien pour lui, ouais, je pense qu'il va être très très fort. Et les chronos l'avantagent bien. Ouais, et puis par rapport à pas mal de concurrents aussi, il aura clairement un avantage d'expérience, une gestion des 3 semaines qu'il maîtrise très bien maintenant, même si, comme tu l'as dit au début de sa carrière, c'était pas un coureur de grand tour, mais voilà, c'est des choses qu'il maîtrise, et je te rejoins totalement. J'adorerais le voir faire une saison 2025 sur les classiques, retourner sur le Grand Prix E3 10 ans après sa victoire, ou ce genre de choses, et briller et se faire plaisir sur Roubaix. Donc ouais, clairement, en tout cas, Geraint Thomas forcément à surveiller de très très près, et il devrait répondre présent. Loïc, toi, le coureur que tu vas nous présenter, c'est également un coureur d'expérience qu'on a vu tranquillement monter en puissance au fur et à mesure de cette saison. Il retourne sur le Giro. Alors, on se souvient, hein, il l'avait quitté en 2022, alors qu'il était en lutte pour le podium. Il avait abandonné, et ça avait presque traumatisé la France. Je te laisse nous présenter le coureur dont tu veux parler. Ah mais là tu viens de me piquer mon introduction de façon magnifique. Je suis désolé. T'inquiète Pas pas, prévu. t'inquiète pas. Mais je sais que tu portes un amour assez énorme pour ce coureur aussi. Non, moi, je voulais parler de Romain Bardet. C'est un coureur aussi qui est un peu sur son crépuscule de carrière, qui a vraiment des gros comptes à rendre avec le Giro. Je pense que il a vraiment une revanche à prendre. On l'a vu prendre. On n'a jamais trop su s'il avait décidé de plus faire le classement général pour viser les étapes, mais finalement, on a l'impression qu'il a jamais vraiment fait. Il a toujours visé le classement général. Il est vraiment en forme. Il fait un podium, mais on avait l'impression que ça a été une victoire sur Liège-Bastogne-Liège. Il a été en bonne forme. J'ai l'impression sur la saison en fait. Il a une belle montée en puissance. Il commence bien sa saison sur la classique du Var, et moi je pense que c'est un coureur là qui bon, il a tout à fait les capacités. Il l'a montré à plusieurs reprises. De pouvoir suivre des gens en très haute montagne. Il saura aussi j'espère, être offensif à certains moments. Le seul souci qu'il y aura, ça va être sans doute les chronos. Les chronos, on l'a vu justement sur ce Tour de France où il arrive à sauver ses fesses pour une seconde. J'espère que ça ne se reproduira pas, mais je pense que c'est un coureur qui est d'expérience, qui se connaît parfaitement, qui est sur une superbe lancée. Il a aussi, je pense, envie de profiter de la course et de prendre du plaisir sur cette course-là. Et j'ai vraiment, on a des montées qui lui conviennent bien, et je le vois bien, par exemple, on en parlait sur notre émission des dernières étapes. Moi, je le vois bien attaquer sur la première ascension de l'avant-dernière étape, et d'essayer d'être assez offensif, et en descente de pouvoir faire la différence. C'est quand même un coureur aussi qui est très technique en descente. Je pense que Romain a vraiment il a vraiment quelque chose à faire.
aussi moins la pression populaire qu'il peut avoir sur le tour. Et la seule pression qu'il aura, ce sera celle de lui-même. Et je le vois vraiment performer. Et je pense que c'est plus un choix, en fait, on va dire, du kiff, de l'amour du beau cyclisme, de le prendre. Je pense que il n'aurait pas figuré parmi les favoris sur d'autres grands tours. On l'aurait plus vu en chasseur d'étapes. Mais vu la start list du Giro de cette année, et je pense qu'il a vraiment... Ce serait très beau de le voir sur le podium, et je pense qu'il est tout à fait capable de nous faire un magnifique podium pour cette fin de carrière. Et je pense que toute l'équipe de Radio Fringale adorerait voir ça. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Titien, une réaction sur les chances de podium de Romain Bardet? Ouais, les chances, elles sont réelles. Elles sont réelles et en même temps, j'ai pas envie de m'enflammer. Il y a quand même ces deux chronos et deux chronos qui vont être quand même si le premier il monte un peu dans sa fin, qui vont donner la part belle au pur rouleur. Et Romain Bardet, on sait toujours que dans cet exercice, bah voilà, c'est compliqué pour lui et je pense que malheureusement, il va perdre quand même beaucoup de temps par rapport à des coureurs dont je suis pas sûr même s'il est pas moins fort en montagne, je suis pas sûr qu'il soit vraiment au-dessus. Romain Bardet, voilà, et c'est quand même. Moi, je m'étais fait à l'idée qu'il jouerait plus le classement général des grands tours et finalement le revoilà qu'on cite parmi les favoris. Donc je sais pas trop à quoi m'en tenir avec Romain Bardet. C'est sûr qu'il a été très fort sur Liège-Bastogne-Liège, mais je trouvais ces derniers temps qu'il était de toute façon plus devenu un coureur de classique comme ça ou que de grand classement général de grand tour. Donc je suis assez curieux en fait de voir comment il va se comporter. Je pense que enfin voilà, il sera beaucoup plus offensif que pendant une grande partie de sa carrière parce qu'il a plus grand chose à perdre et que dans tous les cas, je pense qu'il aura du retard sur beaucoup de favoris. Donc j'imagine du très bon Romain Bardet. Est-ce que ça suffira pour aller chercher le podium? Ça, j'en suis pas vraiment convaincu. Top 5, pour moi, il n'y a pas forcément de problème. Mais voilà, c'est plus, voilà, est-ce que le ski va être assez fort pour rattraper tout son retard accumulé? Ça, je sais pas dire. Donc, si je devais dire aujourd'hui Romain Bardet, malheureusement, objectivement, je le mettrais pas sur le podium, mais en tout cas, enfin, j'espère tellement qu'il va y arriver. Ce serait une super façon de conclure finalement sa carrière sur les classements généraux de Grand Tour, un peu comme Geraint Thomas. Donc, moi, je vais être à fond derrière Romain Bardet pendant ces 3 semaines, c'est sûr. Moi, il y a une question non, il y a même deux questions que je me pose par rapport à Bardet pour ce Giro. La première, c'est est-ce qu'on n'est pas biaisé par le fait qu'il ait fait un super Liège et qu'on se dit, alors biaisé ou alors à juste titre, on le met en les favoris parce qu'il est hyper en forme et puis qu'il est costaud, sachant qu'il avait fait un Tour des Alpes plutôt solide juste avant. Donc, est-ce qu'on se dit pas, et comme des fois on a tendance à s'enflammer un petit peu sur les courses préparatoires en se disant, bah là, ouais, clairement Bardet il va être trop fort. Et mon autre question, ce serait plus, est-ce que finalement Romain Bardet il est pas avant tout là sur le Giro pour remporter une étape, pour avoir une étape sur chaque grand tour à son palmarès, et puis cette fameuse trilogie qu'une centaine de coureurs seulement a pu réaliser. Et est-ce que là, ce sera pas là son principal objectif, et que le classement général, alors de toute façon, même quand il dit qu'il joue pas le classement général, il est habitué à suivre à chaque fois, et puis c'est pas le genre de coureur qui va trop être dans le calcul de faire exprès de perdre du temps, surtout en début de grand tour. Mais sachant qu'il peut pas le gagner, est-ce que clairement il préférera pas remporter une étape qu'être sur le podium? J'aimerais bien que vous puissiez m'éclairer un petit peu sur ces deux questionnements. Ouais, je pense que il n'a pas besoin de gagner une étape sur le Giro pour qu'on se souvienne de lui et qu'on se souvienne de sa carrière. Donc je pense pas qu'il se mette de la pression sur cette question-là. Comme tu disais, ça reste exceptionnel. Hein, c'est excellent. C'est la crème des coureurs qui font ça. Mais je pense qu'on le retiendra dans le futur pour d'autres choses que ça. Et qu'il n'a pas forcément besoin de se mettre de la pression pour gagner une étape. Elle viendra ou elle viendra pas, c'est pas forcément une problématique. Il va courir comme il le sentira. Et comme tu le disais, il est habitué à suivre
à suivre pour le général, et je le vois pas trop faire différemment. Et puis, est-ce qu'on est faussé par un très beau Liège-Bastogne-Liège? Bien sûr qu'on est faussé parce que c'est ça, on l'a vu performer de façon magnifique, mais ça suit quand même un bon début de saison, notamment ce que tu disais sur le Tour des Alpes, et ce serait une bonne suite, et ce serait plutôt logique de le voir performant sur le Giro. Ouais, moi je pense que pour Romain Bardet, un podium sur ce Giro pour conclure sa carrière aurait énormément plus de valeur qu'une victoire d'étape. Enfin, le Giro et la Vuelta, c'est pas non plus. Alors certes, il y aurait ce triplé victoire d'étape sur les 3 grands tours, mais est-ce que vraiment on est en train de compter à partir du moment où plus d'une centaine de coureurs l'ont fait? Certes, voilà, ce serait top, hein, je dis pas le contraire, mais est-ce qu'on retiendrait ça de sa fin de carrière? Moi, je sais pas. Par contre, se dire que Romain Bardet, qui a pas fait de podium de grand tour depuis 2017, hein, je crois, depuis sa troisième place sur le tour, derrière, je crois pas l'avoir vu aller chercher un podium de grand tour. Donc, est-ce que 7 ans après, aller chercher un dernier podium inespéré alors qu'on n'y croyait plus du tout? Et enfin, moi, je pense que, et surtout, enfin, la valeur que ce serait que le premier c'est Pogacar, et du coup, on se dirait, bah ouais, c'était quasi le meilleur des autres, quoi. Donc moi, je trouve que en tout cas, il quitterait bien plus le monde du vélo par la grande porte que par une victoire d'étape. Et en plus, l'un n'empêche pas l'autre. Donc, moi, si je suis Romain Bardet, je me fais pas distancer dès les premières étapes pour aller chercher une hypothétique victoire d'étape. Enfin, en fait, Oui, bah il fera pas ça. non, mais c'est le clair. plateau de ce Giro fait qu'il faut qu'il se l'interdise, en fait. Enfin, Oui, oui. il y a un plateau qui est quand même abordable pour lui, même si c'est plus l'énorme Romain Bardet qu'on a connu. Donc, non, tout sur le général. Et puis, évidemment, s'il pète dès la première semaine et qu'il est à 5-6 minutes, déjà, ce sera plié pour le podium. Mais là, il se concentrera sur une victoire d'étape. Donc, non, moi, j'y crois plus pour le classement général. Il a quand même une opportunité, pas en or, mais en tout cas, une très bonne opportunité d'aller conclure son histoire sur les grands tours avec un nouveau podium. Donc, on est peut-être biaisé par son Liège, c'est vrai, mais son Liège, il était quand même très costaud. Il n'est pas sorti en facteur, hein, mine de rien, personne n'a été capable de le reprendre. Donc, c'est qu'il arrive sur ce Giro avec un bon niveau. Moi, la seule crainte, encore une fois, c'est ces kilomètres de chrono. Enfin, un tout plat, le deuxième 30 km en faux plat descendant. Ça, il va prendre très cher, Romain Bardet, j'ai peur. Et que ça le mette, rien que pour la deuxième place, j'ai peur qu'il soit à 4 minutes d'un Geraint Thomas après les 2 chronos. Et comment rattraper ça face à un Thomas, quand même, qui est Geraint Thomas sur une dernière semaine. Donc, ouais, moi, et plus là ma crainte, mais je suis sûr qu'il jouera le classement général à fond et qu'il donnera tout jusqu'à la fin. En tout cas, je pense que ça va être un coureur qui va enflammer le Giro et surtout, comme tu l'as dit, à cause du temps qu'il va perdre en chrono. Forcément, il va devoir rattraper du temps face à ses adversaires et en particulier le Gallois. Et clairement, si à un moment où il est hyper loin, il n'hésitera pas à attaquer, quitte à se lancer dans une mission un petit peu suicide. Mais clairement, lui, s'il fait 4e ou 7e du Giro, je pense que c'est un peu pareil. Donc, il va pas se contenter d'une 4e place si jamais c'est une place qu'il occupe à un moment. Et il va toujours tout faire pour aller chercher devant, pour aller chercher voilà la gagne. Et puis comme vous l'avez dit, c'est peut-être comme ça aussi qu'il remportera une étape, sait-on jamais. Mais ouais, en tout cas, Bardet, clairement, on va le supporter, je pense, les gars, on sera à fond derrière lui. Tout Là. à fait, ouais, à fond. Allez, Romain Bardet. Allez, Romain Bardet. Attends, faut pas dire ça parce que les gens Ah vont non, pas croire que encore, pas l'émission est encore. finie. Donc non, pas tout de suite, parce que moi, je vais vous présenter mon favori pour la 2e place. Et c'est un coureur australien, alors qu'il n'a pour le moment jamais fait mieux que 4e sur un grand tour. C'était sur le Tour de France en 2021. Depuis, pas mal d'attentes, pas mal de déceptions aussi, mais cette saison, il a quand même enchaîné un superbe UAE Tour où il passe à 2 doigts de la victoire, un solide Tirreno Adriatico où il termine 5e et il termine à la 2e place sur le Tour des Alpes il y a quelques jours, 2 semaines. C'est bien sûr l'Australien Ben O'Connor qui pour moi est vraiment dans une grande forme. Je pense même qu'il a encore une forme plus grande que quand il avait fait 4e du Tour 2021, où il avait aussi bénéficié alors il était allé la chercher à la pédale, mais d'une échappée où il avait pu creuser vraiment l'écart.
il est en grande forme. Après, voilà, il y a toujours des petites en chrono. En chrono, il est pas extraordinaire. Il est pas catastrophique non plus. Mais je pense qu'il perdra quand même du temps sur un Geraint Thomas, ça clairement. Mais selon moi, voilà, par rapport aux autres coureurs, il va pas forcément prendre une valise. Et c'est aussi la réussite et la confiance qu'a l'équipe Decathlon AG2R la mondiale depuis le début de saison. Enfin, c'est clairement incroyable. On a l'impression que tout leur réussit. Et là, sur ce Giro, il sera épaulé par les frères Paré-Peintre qui ont montré leur solidité. Il y aura Vendramé, Bastien Tronchon aussi, qui sont hyper costauds. Donc pour moi, il a une très bonne équipe autour de lui pour l'encadrer. Et je pense clairement que c'est un petit peu aussi pour O'Connor, alors peut-être qu'il aura beaucoup de pression par rapport à ça, mais presque la chance ou jamais. On sait il arrive en fin de contrat, il a pas d'équipe pour le moment pour l'année prochaine. Et est-ce que finalement ce Tour de France 2021 c'était un peu une illusion sur les grands tours et que finalement c'est pas un coureur de grand tour, ou alors là il tient en tout cas une occasion en or de montrer que oui, c'est bien un coureur de grand tour qui peut briller sur 3 semaines. Voilà, ça c'est encore des petits doutes parce que pour l'instant il a jamais vraiment confirmé cette performance, et voilà des petits craquages sur la 3e semaine. Donc voilà, clairement, pour moi, ça va être un coureur forcément à surveiller, vu, on l'a dit, la faiblesse de la start list. Il est forcément candidat au top 5, voire mieux, mais il y a encore des fragilités qu'il n'a pas, il n'a pas pu démontrer l'inverse, et notamment sur cette spécificité des grands tours, le fait d'être encore costaud en 3e semaine. À voir, mais clairement il pouvait pas mieux arriver sur ce Giro avec une superbe équipe et puis une forme, et puis déjà des succès, et puis des beaux résultats en 2024. Bah, je pense. Vas-y, Loïc. Vas-y, tiens, si tu veux. Non, vas-y. Bah, je pense que là, j'ai justement sur Cycling Fantasy, j'ai pris que des décathlons AG2R et pour l'instant, ça m'a plutôt bien réussi. Non, alors, comme tu l'as dit, il a souvent craqué en 3e semaine et il a quand même pas mal de pression, mais vu le plateau qui est actuellement sur ce Giro, c'est vraiment accessible pour lui. Franchement, il a une super équipe, il y a vraiment beaucoup de très très bons coureurs autour de lui. Justement, on en parlait sur l'émission des coureurs à suivre. Moi, les frères Paré-Peintre, je pense que ce sera des très 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 bons coureurs autour de lui qui vont pouvoir l'épauler en montagne. Et je le vois vraiment faire un bon résultat. Et comme tu disais, la pression du contrat peut être tout à fait positive, et avec l'argent que Decathlon apporte à la structure d'AG2R, je pense qu'ils auront les sous pour pouvoir le prolonger s'il le faut, et s'il montre pas le potentiel qu'il a, eux pourront aller chercher quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est pas un grand tour de la dernière chance, mais c'est un grand tour où il va avoir besoin de prouver qu'il peut faire quelque chose sur le général, je pense. Ouais, je suis totalement d'accord. Bah, moi aussi, pour moi, c'est le principal candidat à cette 3e place. Surtout avec l'équipe qu'il a. Et en fait, si je suis la dynamique Decathlon AG2R, il devrait être assez fort et avoir une équipe très forte autour de lui. On l'a bien vu sur le Tour des Alpes. Hein. Il n'était pas encore hyper impressionnant, mais avec son collectif, bah voilà, finalement, ça donne des super résultats. Donc, ce qui me fait douter derrière, c'est que depuis sa 4e place sur le Tour de France 2021, Ben O'Connor, c'est quand même des grosses déceptions hein, sur les grands tours. Et puis en témoigne son tour l'année dernière où tout le monde l'attendait. Il fait 3e du Critérium du Dauphiné. Et puis sur le Tour, il a pas existé. Il a été à la peine sur chaque étape. À la fin, il était même des échappées de baroudeur avec Asgreen et Mohoric. Donc le jurisprudence sur est-ce que O'Connor encore un coureur capable de viser 3 semaines. Et comme tu dis, Adri, c'est un peu son seule et unique chance. Ensuite, peut-être que la parenthèse de coureur de classement général de Grand Tour sera définitivement
refermer. Toujours est-il que par rapport au plateau qui est face à lui, ouais, moi je suis d'accord avec vous et je pense que voilà, il a toutes ses chances. Depuis le début de saison, il a montré quand même une très très grande forme. Donc voilà, je pense qu'il a bien préparé son affaire. Donc je pense que parmi les coureurs qu'on a cités, derrière Thomas, c'est celui que je placerais comme étant le favori à la 3e place. C'est vrai que c'est un peu un favori instable quand même. Enfin, autant les 2 coureurs dont on a parlé précédemment, et 3 bien sûr avec Pogačar, ils ont des garanties solides quoi. Où on a vraiment des raisons d'y croire sur un grand tour, sur un Giro. Bah là, pour Ben O'Connor, on a l'impression qu'on rentre déjà dans la catégorie des coureurs où on prend un petit pari pour le mettre sur le podium, où oui, il y a des choses qui nous font penser qu'il devrait pouvoir être sur le podium, mais quand même, il y a des points où quand on appuie, ça peut faire très mal. Et clairement, ouais, je pense qu'il y aura vraiment à mon avis, il y aura un tournant après ce Giro pour O'Connor. Il arrive à 28 ans. Maintenant, dans le vélo, c'est plus tout jeune, 28 ans. Et à voir. Et c'est vrai que le risque s'il foire son Giro, c'est qu'après ça devienne un coéquipier de luxe dans une grosse équipe pour l'année prochaine, pour pouvoir aller emmener très haut un leader encore plus fort que lui en haute montagne, et puis ne pas avoir de pression du général ou ce genre de choses à jouer. Donc en tout cas, moi je vais être très attentif à sa perf, et puis clairement on n'est pas à l'abri que chez Decathlon à G2R, il y ait un des frères Paré-Peintre qui nous sorte une super perf, et puis qui soit limite à son niveau, et qu'à un moment on se dise bon qu'est-ce qu'on fait quoi. Je sais pas, vous en pensez quoi vous de cette hypothèse? On l'a vu sur le Tour des Alpes, il y a eu un peu un scénario comme ça où il y a Paré-Peintre qui part et qui prend une minute sur le groupe avec O'Connor, mais il s'est fait vite rattraper. Je pense que ça va être un peu short pour vraiment avoir de la concurrence face à lui. Je pense que chez Decathlon, on va vraiment quand même essayer de le supporter au maximum. J'ai l'impression qu'il est plutôt apprécié dans son équipe, et ça m'étonnerait même pas que eux veuillent le garder vraiment l'année prochaine s'il performe. Je pense qu'il est bien adapté à cette équipe-là et qu'il a aussi envie d'y rester. Donc, je pense qu'il aura aussi la motivation de faire de bons résultats. Et je pense que ça va être encore un peu trop court pour les Paré-Peintres. Ouais, je suis d'accord aussi. Non, mais je pense qu'O'Connor a tout pour montrer qu'il a encore sa place de leader dans cette équipe. Et non, moi, je le vois bien. Je sais pas, j'ai vu l'aura de cette équipe depuis le début de saison. Je pense qu'il sera bien fort et que les Paré-Peintres seront parfaits dans le rôle de lieutenant. Surtout Valentin, qui m'a l'air d'être vraiment un pur grimpeur. Je le vois vraiment. Je le vois vraiment être là quand il restera 10 mecs et jusqu'au bout pour le soutenir. Donc non, mais O'Connor, pour moi, je pense qu'il est toujours un des fleurons de l'équipe. Et s'il réussit son Giro, vu qu'il est en fin de contrat, je sais pas si à la fois ça lui donnera envie de rester chez Decathlon AG2R, ou alors ça attirera le chéquier d'autres équipes. Donc ça va être intéressant à voir aussi. Ouais, ça va être intéressant à suivre. Messieurs, avant de clôturer cette émission, j'ai une petite liste de 7 noms. Et j'aimerais bien justement, voilà, je vais annoncer le nom du coureur, et puis vous rapidement, en gros, vous me dites si en une phrase, si vous croyez ou pas à un podium, peut-être pas, mais un très beau classement général de ce coureur-là, ou si ce sera sûrement flop. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai l'impression d'annoncer un quiz là, alors que pas du tout. Starting block. Allez, starting block. Par qui va-t-on commencer? Je vais citer Thymen Arensman. Il va falloir en fait Thymen Arensman, mine de rien. Je trouve que c'est un coureur qui est intéressant, mais qui stagne un peu depuis quelques années.
Il a souvent fait il est souvent très bon en fait. C'est un coureur qui a c'est peut-être un des coureurs qui a la meilleure parmi ceux qui ont la meilleure récupération sur 3 semaines, une troisième semaine. Il est toujours là sur le Giro l'année dernière. Je me souviens qu'il était très très fort en troisième semaine. Pareil sur la Vuelta 2022, c'est lui il va chercher une super victoire d'étape en baroudeur. Donc non, c'est un excellent coureur. Mais tu vois, autant il me faisait grosse impression quand il était dans l'équipe DSM, autant depuis 2 ans, là, ça fait 1 an et demi qu'il est chez Ineos. Bah voilà, il finit sixième ou sixième du Giro, je crois, l'année dernière. Sixième. Mais tu vois, il était pas en mesure de faire mieux. Ensuite, on l'a plus vu de l'année. Là, depuis le début de saison, il a été pas mal à Tirreno Adriatico, mais ouais, il y a, je sais pas, j'aimerais beaucoup, c'est un coureur que j'aime bien, mais à mon avis, il va devoir quand même faire un peu l'équipier pour Thomas. Son avantage, c'est qu'il y a 2 chronos, mais pareil, en chrono, à la fois, il peut faire des excellents trucs et être assez inconstant, donc j'arrive, je sais pas. Au début, je voulais même le prendre dans mon équipe Cycling Fantasy, et puis finalement, je l'ai pas pris parce que, en fait, je pense que c'est le Trop risqué. Non, mais je suis sûr qu'il sera dans le top Il 10 coûtait à combien l'arrivée. Ouais, il était à 800 et il est cher. Hein. Comme Van Der Poel. Donc non, Thymen Arensman, il fera un bon Giro, mais il devrait, pour moi, en fait, à ce stade, je crois qu'il doit avoir 24 ans, il est sa deuxième année chez Ineos. Dans les faits, il devrait s'affirmer et prendre la place de Geraint Thomas. Il devrait un peu tuer le maître, mais je pense que ça va pas être le cas et que comme l'an dernier, il devrait faire un bon Giro et finir 5-6e. C'est là où je le vois encore à la régularité, à la bonne récupération en troisième semaine, mais je le vois pas exploser alors que ce serait le moment pour lui. Bah, là, je vais te suivre, Titien. Moi, je pense que je le vois absolument pas aller sur le podium parce que il va épauler Thomas. Il va être là pour le soutenir. Et, bah, oui, t'as à peu près tout dit ce qu'il fallait dire. Bah moi je pense que clairement l'année dernière il fait sixième en étant pas le leader de son équipe et moi je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose de costaud là sur le Giro et s'il arrive à un pépin à Thomas, je lui souhaite pas du tout. Je pense qu'il est capable de finir sur le podium. Voilà mon petit. Il l'aura dit, avant tout le Voilà. monde. Ce sera dans Radio Fringale. Allez. Prenez vos paris. Suivant, un coureur de la team Visma, Sian Wüstbrooks. Ah là là. Loïc, qu'est-ce que j'ai bien prononcé déjà? Alors malheureusement pas trop. Vas-y, dis-le, vas-y. Uijtdebroeks. Uijtdebroeks. Oh là là, Ok. je l'ai jamais entendu aussi bien dit là. Je l'ai jamais, Oh là je là. l'ai jamais prononcé comme ça. Je suis vraiment la ramasse. Uijtdebroeks. En fait, je vais donner mon avis sur ce coureur. Moi, je le vois viser le maillot blanc. C'est-à-dire qu'il va viser le maillot du plus jeune. Ça va être sa première. Est-ce que ça va être sa première expérience en tant que leader sur un grand tour? Il va vraiment chercher à avoir de l'expérience. Visma arrive pas avec une équipe pour viser la haute montagne. Il va prendre de l'expérience au vu des prochaines années. Faut pas qu'il se mette de la pression. Je le vois potentiellement sur le podium, mais pas très très grand favori. Mais maillot blanc à coup sûr pour moi. Et bah tu vois, au début de l'année, je le mettais large sur le podium. Je m'étais dit que je le prendrais dans mon équipe, c'était une obligation. Et puis bah, finalement, il m'a pas impressionné grandement depuis le début de l'année, que ce soit sur Grand Camino en début d'année, il était pas trop mal. Tu vois, il était dans une position un peu défensive dans le groupe des poursuivants sur Tirreno Adriatico derrière Jonas Vingegaard. Et puis même là, enfin, il était pas hyper impérial. Et puis il a fait une craquante totale sur le Tour de Catalogne. Donc je me demande si on n'en a peut-être pas fait un peu trop. Et j'ai l'impression qu'il y a une hype Uijtdebroeks qui s'est créée. Désolé pour la prononciation, hein, je ferai pas mieux, mais depuis sa Vuelta, où mine de rien, voilà, il a pas non plus fait podium. Hein, il a fait 7e ou 8e, je crois. Donc ce qui était très bien déjà. Mais voilà, est-ce que ça suffit aujourd'hui à le placer tout de suite parmi les favoris au podium? Je sais pas, je pense qu'il sera dans le top 10. Mais tu vois, je le vois naviguer dans un groupe de mecs qui va jouer la 5, 6, 7e place. Je sais pas, il est encore jeune, c'est sa première expérience vraiment là en tant que leader sur Grand Tour. Il m'a pas impressionné depuis le début de l'année. J'attends de voir si c'est le crack annoncé ou si finalement
Voilà, il doit encore progresser, etc. Donc, en tout cas, je pense qu'il a bien préparé son affaire parce qu'il n'a pas couru depuis le Tour de Catalogne. Donc, voilà, ça va être un peu une interrogation et une curiosité qui a Noite Brooks. Mais à la fois, je serais pas surpris qu'il soit sur le podium. Mais là, si je devais me mouiller, je l'annonce plutôt autour de la 5-6e place que sur le podium de ce Giro. Et surtout parce qu'aussi, malgré ce que je pensais au début, ça a pas l'air d'être un grand coureur contre la montre. Et je pense qu'il lui aussi, il va prendre un sacré tarif sur les deux chronos. Ouais, et puis pour compléter un petit peu ce que vous venez de dire, l'équipe Visma est clairement là pour remporter des étapes avec Olaf Koy. Et lui, il va être un petit peu tout seul, vraiment pour apprendre, pour continuer à engranger de l'expérience. Il faut pas oublier que c'est un coureur qui vient juste d'avoir 21 ans. Donc clairement, il va peut-être, voilà, en ayant perdu du temps, pouvoir aller chercher une étape à un moment sur une grande journée. Mais je suis un petit peu d'accord avec toi sur la hype de ouf qui a eu là avec son transfert à la Visma. Et en fait, si on regarde ses résultats et ce qu'il fait, c'est rien de plus, rien de moins que dans la continuité du début de sa carrière. Donc pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'enflammer, mais en tout cas, ça va être intéressant. Et puis je pense qu'il va finir par exploser à un moment ou à un autre ou plus haut. Et voilà, on verra. Puis ce sera intéressant de voir comment il se comporte aussi en troisième semaine. Il l'avait très très bien passé l'année dernière sur la Vuelta. Donc à surveiller. Euh, Daniel Felipe Martinez de la Bora. Aïe, aïe, aïe. Ah, Titien, tu veux lâcher ton avis ou est-ce que moi je... Vas-y, ben j'aimerais, j'y crois pas. J'adore Daniel Felipe Martinez. Je pense qu'il c'est typiquement le genre de coureur qui est capable d'être bon là sur le début du Giro. Comme la deuxième semaine, il n'y a pas trop de montagne, il va être bon. En plus, il gère pas mal en chrono, donc je pense que il devrait faire un très bon début de Giro. Et c'est typiquement le genre de coureur que je vois pas leader en fait. Son meilleur grand tour, c'était le Giro 2021. Il était équipier, il fait 5e, je crois, au final. Et c'est le seul finalement grand tour où je l'ai vu fort. Donc ouais, j'ai un peu peur pour Martinez que les 4 étapes de montagne en fin de Giro ce soit trop pour lui et que je sois déçu. Donc je préfère pas me faire d'idées et au fond j'y crois pas vraiment. Donc non, moi je mets pas du tout Daniel Felipe Martinez même dans le top 10. Non. De toute façon avec lui ce sera tout ou rien. Donc soit il sera exceptionnel, j'y crois pas. Donc non, je pense qu'il va craquer un moment ou un autre. Et enfin, déjà, c'était trop bizarre que 2 semaines après le tour d'Algarve, qu'il a remporté de manière magnifique, il soit tellement en difficulté sur Tirreno. Enfin, j'arrive pas à comprendre ce coureur. C'est ce qui fait son charme aussi. Hein, mais donc, non, moi, Daniel Felipe Martinez, pour moi, il sera pas sur le podium du Giro. Alors, il gagne pas le Tour d'Algarve, il arrive deuxième. Ah mais oui, c'est vrai. Il le gagne l'année d'avant où il est moins impressionnant. C'est vrai que c'est, tu vois, mais il toujours gagne 2 bizarre avec étapes ce quand même. coureur. Ouais, et Ouais. c'est ça. ouais, Exactement. il gagne Pardon. 2 étapes. Ouais. Il a été flamboyant. Ouais. Ouais. Bah, Titien, t'as dit beaucoup de choses. Je pense c'est un exemple d'inconstance. J'ai l'impression ce mec, je pense vraiment pas qu'il ait le profil pour pouvoir aller viser un classement général sur un grand tour pour l'instant parce qu'il est trop inconstant. C'est-à-dire qu'une semaine, il va être incroyable et la semaine d'après, il va être au fond du trou. Donc, il n'a pas couru depuis Tirreno. C'est-à-dire qu'il met ça veut dire qu'il met tout sur le Giro. Je serais curieux de voir ce qu'il va pouvoir faire, mais je le vois plus essayer d'aller choper des étapes au punch parmi un groupe de favoris sur certaines étapes, plus que le général. Je sais pas ce que t'en penses toi, Adri. Ah bah, je pense qu'il sera bien quand il emmènera Lipovitz vers les victoires, quoi. Non, mais ouais, en fait, c'est ça. Il y a un truc qui coince sur les grands tours avec ce coureur de toute façon. Et je pense que s'il avait vraiment les capacités pour être bon sur 3 semaines à 28 ans, on l'aurait déjà vu, surtout chez les Colombiens. On sait qu'ils arrivent à maturité très tôt. Clairement, voilà, il fait son meilleur résultat quand il est équipier pour Bernal sur le Giro il y a 3 ans. Mais sinon, c'est loin, et c'est à la fois une inconstance, et on sait à quel point il faut être constant sur 3 semaines pour performer en grand tour. Et puis c'est troisième semaine, quoi. Non, ça va pas du tout, Monsieur Martinez. Il faut vous reprendre. Donc ouais, non, c'est pour ça que je comprends pas tellement aussi
Enfin, Labora, bon, après c'est bien, hein, ils envoient plein de monde qui n'ont pas forcément l'occasion de courir des grands tours ou d'avoir un rôle, mais quand on voit les coureurs qui mettent sur le tour, on verra ce que ça donne. Voilà, sur le papier, il y avait peut-être mieux à faire pour cette équipe-là, mais bon, allez, après, ça va peut-être créer des surprises. Mais non, moi, je n'y crois pas tellement. Allez, il nous en reste 4. Il vient de gagner le Tour des Alpes, Juan Pedro Lopez. Non, pourquoi pas un top 10? J'ai compris que c'était son... Pourquoi nous avoir donné ce nom? Non, ça, mais non il était fort, hein, sur le Tour des Alpes, il était un peu inlâchable, hein, donc non, mais c'est un très bon grimpeur, mais lui c'est pareil, il va se prendre 3 minutes sur le premier chrono, 3 minutes sur le deuxième, donc ouais. non, pour moi il ferait mieux de se concentrer sur aller chercher la gagne en échappée en montagne, parce que là pour le coup, vu le niveau qu'il a affiché sur le Tour des Alpes, il peut très bien le faire. Pour le classement général... Ouais, voilà, ouais, enfin voilà, courir de manière offensive, effectivement, un maillot du grimpeur, c'est le maillot Abruzzo, c'est Azzurro. ça? Azzurro. Azzurro. Pourquoi pas, voilà, et là, il serait un des grands favoris à ce maillot, mais ouais. Enfin, en fait, il a déjà fini dans le top 10 du Giro il y a 2 ans, donc je le vois à peine faire mieux, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de chronos. Là, il y a beaucoup de chronos, je le vois pas faire mieux, surtout qu'il y a vraiment des rouleurs grimpeurs, donc... un très bon coureur, Juan P. Lopez, mais je préférais qu'il se concentre effectivement sur d'autres objectifs, un maillot de meilleur grimpeur et une belle victoire d'étape en montagne, et ça, je pense qu'il en est largement capable. Ici, un tout dit, non. Ok, eh bah ouais, moi, pas mieux non plus. C'est pas un coureur, selon moi, de grand tour, mais voilà, il aura quand même dans son équipe Lidl Trek des libertés en montagne, donc je pense qu'on va le voir. S'il est en forme en tout cas, mais ça devrait, vu le Tour des Alpes qui vient de nous sortir, on devrait le voir assez souvent à l'avant dans les échappées en montagne. Allez, parlons du tueur de chat, Antonio Tiberi. Vas-y Loïc. Moi j'ai du mal à parler de ce coureur parce qu'il y a tout l'aspect extra sportif chez lui qui me dérange profondément. Après, il faut pas empêcher que c'est un jeune Italien avec énormément de talent. Il a gagné le maillot blanc sur le Tour des Alpes et fait 3e au classement général. Il est en giga forme. Là, t'as l'impression qu'il est en train de faire un début de saison qui est assez incroyable. Il a pas mal couru, franchement, je trouve qu'il a pas mal couru. Et la Bahreïn mettra pas mal mettre à peu près tout sur lui. Donc je le vois pas forcément faire un podium, mais un top 5 et un sérieux prétendant au maillot blanc avec Kian. Ça va faire une jolie bataille avec Kian et ça va être sympa à regarder. Enfin, je le vois pas sur le podium. Ah bah écoute, pour moi c'est un des grands outsiders en tout cas pour le podium, pour la 3e place avec Bardet et O'Connor. Je le mets pas loin du niveau de ces deux-là, et même pourquoi pas au-dessus. Je le trouve très fort depuis le début de l'année, parfait gestionnaire de ses efforts, souvent il est très fort sur les fins d'ascension. C'est également un excellent rouleur, Tiberi, hein, vraiment au tout début de sa carrière, il était surtout spécialisé dans le chrono. Donc je le vois bien figurer sur les chronos. L'inconnu, c'est sa capacité. Enfin, l'année dernière, il fait quand même top 20 de la Vuelta, ce qui montre quand même que voilà, il s'est récupéré. Là maintenant, est-ce que la capacité à tenir ce niveau, et puis surtout, il a quand même beaucoup couru. Hein. Il enchaîne Tirreno où il était déjà bon. Ensuite, il a fait le Tour de Catalogne, puis le Tour des Alpes. Enfin voilà, c'est un coureur qui a pas mal couru. Est-ce que ça va pas être préjudiciable pour ce Giro? Je ne sais pas, mais je le trouve très fort. Il explose totalement cette année, alors que c'était déjà un très gros potentiel chez les jeunes. Donc j'ai envie de... Moi, je l'ai mis dans mon équipe. Voilà, je l'ai mis dans mon équipe. Je pense qu'il peut aller très loin sur ce Giro, donc à suivre. C'est pas mon coureur préféré, hein, mais force est de constater quand il faut faire une équipe, au bout d'un moment, on y va, quoi. Voilà. On s'en fout. Voilà. Mais c'est un très bon sniper. Ouais. Ouais, non, Tiberi, il monte clairement en puissance à la fois dans sa carrière. Hein, voilà, comme tu l'as dit, il a quand même confirmé sur la Vuelta l'année dernière avec ce top 20. Et là, depuis le début de saison, il progresse de course en course.
Et ce sera son premier Giro à 22 ans pour un Italien. Premier Giro, c'est aussi quelque chose et il aura forcément à cœur de montrer qu'il peut répondre présent. Donc ouais, ça va être intéressant en tout cas d'observer comment ce coureur va se comporter. Effectivement, son comportement de manière générale peut être parfois inquiétant, mais plus sur le vélo pour voir comment est-ce qu'il va faire ces 3 semaines. On peut enchaîner avec son coéquipier qui a pas loin du double de son âge. Non, je rigole, il a pas le double de son âge, mais quand même, il y a de l'expérience. 36 ans, Damiano Caruso. Caruso, c'est une deuxième place en 2021. Et en fait, il est toujours là. Et encore l'année dernière, il termine 4e, si je me trompe pas. Et clairement, on l'attend jamais, mais il est toujours présent, Caruso. Vous y croyez? Je sais pas. C'est la première fois quand même. J'ai regardé un peu ses stats. Même s'il est jamais flamboyant, il est toujours placé dans les 15-20 premiers des courses par étapes qu'il fait. C'est vraiment la première saison où il est pas du tout au top depuis le début de l'année. Donc, mais en même temps, comment enterrer Damiano Caruso sur le Giro? C'est pareil, vu le plateau. Enfin, il fait 5e l'an dernier. S'il arrive à retrouver ses jambes, ou en tout cas, j'y crois pour un top 10, pour le podium, ça me paraît quand même compliqué, voilà. Mais je pense qu'il y a la régularité, il sera là, il roule très très bien aussi, donc j'y crois qu'il sera présent, mais je pense qu'il sera supplanté par Sibéry et que dans tous les cas, il a plus le niveau pour faire podium de grand tour. Oui, je pense il a passé un peu ce stade dans la carrière. Je sais pas trop pourquoi il abandonne le Tour de Romandie. Il a pas fait un début de saison qui a été exceptionnel, mais c'est si tu veux mettre une pièce sur la constance, c'est pas mal de la mettre sur lui. Ce sera ou quelqu'un qui va vraiment aider Tiberi et qui va peut-être se sacrifier pour lui, ou ils vont rouler ensemble, c'est possible, mais je le vois pas sur le podium, mais un top 10 sera envisageable. Ok. Et moi je vois bien un petit chant du cygne là, une performance extraordinaire avant de se retirer, même s'il a encore un an de contrat l'année prochaine. Donc pourquoi pas voir Caruso hyper fort. On finit par un coureur qui avait également fait un très bon Giro l'année dernière puisqu'il avait terminé 7e. C'est Eddie Dunbar, alors qu'on a un petit peu moins vu et la forme est un peu moins flamboyante cette saison. Moi perso, j'y crois pas trop là, il a pas vraiment donné de garantie cette année et c'est un petit peu inquiétant. Il a jamais réellement confirmé ce Giro. Voilà, je me permets de donner mon avis avant vous, messieurs. Permets-toi, t'as le droit de prendre la parole quand même rapidement. On t'est passé le dernier chaque fois, t'as le droit de parler un peu. Non, là-dessus, je vais te suivre. Il a pas réussi vraiment à part le Pays Basque, il n'arrive pas vraiment à finir ses courses, ce qui est quand même très très inquiétant pour quelqu'un qui veut viser le classement général. Alors peut-être viser des étapes s'il a envie, mais vu son début de saison, ça va être très très compliqué. J'y crois pas vraiment, honnêtement. Je sais pas, mais je serais pas. L'année dernière, je l'attendais pas du tout à ce niveau sur le Giro. Il était quand même, enfin voilà, il a craqué sur la dernière étape, mais sinon, il tenait un Primoz Roglic, un Sepp Kuss, enfin voilà, sur les plus grosses étapes. Donc à voir pour Dunbar. Il peut peut-être nous surprendre, mais c'est vrai que ces derniers résultats, ils sont quand même pas très encourageants. Après, si vous avez 200 € à mettre sur, je crois que c'est 200 hein, sur Cycling Fantasy, pourquoi pas, mais tu vois, si j'ai 200, moi je les mets plus sur Lipovic qui a montré une forme de feu sur le dernier Tour de Romandie. Donc non, Dunbar, c'est plutôt non que oui pour un podium. Ok, messieurs, je pense qu'on a été assez complet sur les favoris potentiels de ce Giro et de cette magnifique course à la 2e place que nous devrions avoir derrière l'ogre Tadej Pogačar. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés et suivis jusque-là. N'hésitez pas, vous, à nous donner votre favori, votre podium même, dans l'ordre 1, 2, 3. Et voilà, vous pouvez mettre
mettre un petit like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bien évidemment, il faudra tenir les 3 semaines. Donc, pensez à vous alimenter, car la fringale guette. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Bisous les copains. Ciao tout le monde. Et allez Romain Bardet. Voilà, allez Romain Bardet. Ah oui, Exactement. Allez Romain Bardet.